l'Ipsos est un institut de sondage parfois surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils publient un sondage ce week-end, et ils l'ont fait. À d'autres moments, je m'attendais à ce qu'ils publient un sondage, et ils ne l'ont pas fait. Du coup, comme j'ai déjà traité tous les autres sondages de la semaine, je vais faire une vidéo consacrée à l'Ipsos en 3 parties. On va d'abord regarder l'historique de l'Ipsos, qui est très intéressant parce que c'est un institut qui a un historique parfois un petit peu trouble, donc qui justement... Donc je sais bien dans vos commentaires que vous dites que les instituts sont manipulés ou étant en train de manipuler ou autres. Et il se trouve que dans le cas de l'Ipsos, dans l'histoire, il s'est passé des choses que l'on va regarder. Ensuite, on regardera le sondage en lui-même, et enfin, on regardera ce qui change dans le tableau de l'ensemble des sondages. Donc c'est parti, et on commence avec l'historique de l'Ipsos. Donc là, je suis tout simplement sur la page Wikipédia. Page Wikipédia qui est plutôt bien documentée, donc beaucoup d'annotations, donc il suffit de descendre et on voit les sources de l'article Wikipédia. Donc c'est un institut qui date des années 70, alors c'est l'un des plus anciens donc, du paysage sondagier en France. C'est surtout un institut qui a travaillé, qui était prestataire de la présidence de la République dans les années 80 jusqu'aux dans les années 2000, et même ça s'est poursuivi, mais ça on verra ça après. Et en tant que prestataire de François Mitterrand, l'Ipsos a été soupçonné d'essayer de manipuler l'opinion en faveur de François Mitterrand. Ça a été le cas notamment avec un refus de publication d'un sondage dans les années 80, notamment entre Jacques Chirac, il y avait un débat entre Jacques Chirac et Fabius qui devait tourner à l'avantage de Jacques Chirac, et le sondage qui allait dire que ça avait tourné à l'avantage de Jacques Chirac n'a pas été publié alors qu'il avait été fait par l'Ipsos. On pense aussi, donc, comme c'est marqué ici, que en 1988, François Mitterrand commandait un sondage par jour, et c'était un sondage qui pouvait éventuellement être publié dans la presse. Alors ça, je suis pas sûr, ça a l'air d'être sous-entendu, mais bon, je vais être prudent là-dessus. Par contre, un élément donc un peu plus factuel, c'est qu'en 1983, ils ont fait un sondage plutôt favorable donc au Parti Socialiste et à la gauche pour les municipales, et il s'est trouvé que c'était l'une des plus grosses défaites historiques de la gauche à ces élections. Donc, et d'ailleurs, c'est assez marrant que ce soit Le Point qui publiait ce sondage. Donc voilà, donc déjà un historique assez trouble dans les années 80. On repart dans les années donc 2000 avec l'affaire des sondages de l'Élysée. Donc là, on est sous Nicolas Sarkozy, et il se trouve que l'Ipsos a été le principal bénéficiaire de cet achat de sondage. Donc l'Ipsos a été conseiller politique de François Mitterrand dans les années 80, puis conseiller politique de Jacques Chirac, puis le principal bénéficiaire donc des commandes de sondage de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Il me semble que ça s'est arrêté ensuite, c'est-à-dire que je n'ai pas d'informations sous la présidence de François Hollande. Alors maintenant, est-ce que ça a été efficace? Alors je vous ai donné l'exemple des municipales de 1983, globalement, plutôt non. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que cet article de France Info liste. Il est très difficile de prédire l'effet des sondages sur la population. En réalité même, on se rend compte parfois que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que souvent on dit les sondages vont donner quelqu'un devant et ça va entraîner les gens à voter pour cette personne-là, donc par effet d'entraînement, et en fait c'est pas forcément ce qui se passe. Et même certains spécialistes ont décrit qu'on a parfois l'effet inverse. C'est celui finalement qui est un peu moins bien placé, pour qui les gens vont plutôt voter. Et donc les deux effets existent et on ne sait pas à quel moment c'est l'un ou c'est l'autre. Peut-être c'est tout simplement une erreur des sondages, c'est-à-dire que le sondage surcote une personne ou sous-cote une autre personne. Donc on a parfois l'impression que ce sont les gens qui ont changé leur vote, alors que c'est plutôt des instituts de sondage qui étaient peut-être un petit peu à côté. Et là-dessus, cela nous amène à voir quelle était la performance effective de l'Ipsos en 2017, puisque là, on a quand même un institut de sondage qui est un petit peu particulier, qui a un historique particulier, je ne peux pas l'ignorer. Et donc, quelle a été la performance de l'Ipsos en 2017, par exemple? Et donc, on y va. Et là, nous sommes en 2017. Le dernier sondage de l'Ipsos, il est ici. Ils avaient prédit, donc, Jean-Luc Mélenchon 19%, il y a eu 19,5%, donc on était à 0,5 points près. Bon. Une erreur un peu plus importante concernant Benoît Hamon, donc 7,5, donc ils ont surcoté d'un peu plus d'un point Benoît Hamon. Emmanuel Macron, ils ont trouvé presque pile poil en fait. François Fillon, désolé. Lui était sous-coté d'un point, donc on est à 1% près. Et Marine Le Pen, ils étaient en dessous du point d'écart, et on peut voir que globalement, ils étaient
à 1 point près, sauf pour Benoît Hamon et même François Fillon, ils étaient à 1 point près, donc plutôt de bons résultats. Donc ils ont été assez précis. Il faut savoir que les sondages de cette présidentielle étaient censés avoir une précision de l'ordre de 2%. Donc là on est en dessous de la précision. Si on prend le sondage précédent, donc il commence à remonter à une semaine avant l'échéance, on a toujours donc Jean-Luc Mélenchon à 19%, donc c'est qui était son résultat. On a par contre une surcote de Benoît Hamon d'environ 1,5 point, même supérieur à 1,5 point, mais c'était toujours... alors, évidemment, il y a un énorme échantillon, mais vu les redressements, il vaut mieux considérer 2% comme étant la marge. Et effectivement, là, on y est encore. François Fillon était plutôt bien prévu, tout comme Marine Le Pen, peut-être surcoté d'un peu plus d'1 point. Donc on est toujours dans les marges et on n'est pas dans des erreurs supérieures à 2%. On est dans des erreurs qui, en grand maximum, sont un peu plus de 1,5%, 1,5 points, mais pas plus. Donc, par exemple, en 2017, ça s'est plutôt bien passé. Alors, j'ai pas regardé le sondage de 2012. On pourrait le faire ensemble si vous le souhaitez. Hop, on va y aller rapidement. Voilà, avec Wikipédia, c'était simple de naviguer, d'aller dans l'historique des sondages, donc ne vous en privez pas. Hein. Et on va voir les sondages premier tour. Non, les sondages, hop, on va aller voir, c'est ici que ça nous intéresse. Et nous allons voir tout simplement les sondages qui sont ici. Donc on avait surtout François Hollande contre Nicolas Sarkozy, donc Ipsos faisait aussi des intentions de vote. Donc ils ont surcoté Jean-Luc Mélenchon, donc là ils ont vraiment bien surcoté Jean-Luc Mélenchon de 3%. Donc là les instituts de sondage sont à 3 points d'écart normalement. Et là ils sont allés pratiquement au maximum de cet écart-là. Hein. 3 points de marge d'erreur. Légèrement sous-coté François Hollande, mais de pas énorme, donc 1,5 points. Ils ont bien prévu Nicolas Sarkozy au bon niveau, tout comme François Bayrou finalement. Et Marine Le Pen était légèrement sous-cotée de 2 points, donc sachant que là on a des marges d'erreur de 3 points. Et donc on peut noter peut-être une petite erreur sur Jean-Luc Mélenchon, mais c'est à peu près tout. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc pour les deux précédentes élections, finalement, c'était pas si mal, et puis surtout en 2017, ils étaient plutôt très bien. C'est pour ça que, mine de rien, je vais prendre en compte les intentions de vote telles que communiquées par l'Ipsos, en me disant que ils ont peut-être un historique un petit peu particulier, mais maintenant, ils ont plutôt donné de bons résultats. Donc c'est parti donc avec le baromètre de l'Ipsos qu'on voit ici. Donc c'est un sondage commandité par France Info, Le Parisien et Aujourd'hui en France, à ne pas confondre avec l'autre vague de sondage qu'il faut avec beaucoup plus de monde pour le Cevipof et le journal Le Monde, donc là c'est pas le cas. C'est un sondage sur 1653 personnes, 9 au 12 mars, donc fin de semaine. Donc là, ça, on peut dire que c'est assez récent. Et la méthode, donc méthode classique, voilà, des quotas. Donc on va descendre, puisqu'ici ils instaurent un sondage par roulement, c'est-à-dire que là, c'est la première occurrence d'un nouveau sondage. Donc ici, donc ils donnent le truc, donc ils vont interroger des gens, y compris le dimanche. Donc il y a une seule journée de creux, là où les autres roulements font 2 journées de creux, donc c'est-à-dire qu'ils n'interrogent pas ni le samedi ni le dimanche, ici ils interrogent quand même le dimanche. Donc ça pourrait être assez intéressant là-dessus. En termes de niveau de précision, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne retiennent que 900 personnes sur les 1600 personnes, c'est-à-dire ceux dont l'intention de vote est la plus ferme. Donc du coup, on a des marges d'erreur qui sont de l'ordre de 3%, parfois un petit peu moins, d'ordre de 2,6, lorsqu'on a des scores de 20% environ. Donc maintenant, on va passer aux intentions de vote même, puisque c'est ça qu'on attend. Donc voilà, donc pour le premier tour, il place Emmanuel Macron sans surprise à 30,5%. Marine Le Pen était à 7%, ce qui est assez intéressant parce qu'ils avaient placé Marine Le Pen à 14,5% dans un précédent sondage. Donc là, il commence à rejoindre les autres instituts de sondage. Donc ça, c'est un point d'attention parce que je vous avais dit qu'il y avait une team d'instituts de sondage qui donnait Marine Le Pen à 14-15% et une team qui donnait Marine Le Pen à 17-18%. L'Ipsos était plutôt dans la team 14-15% pour Marine Le Pen. Et là, on dirait qu'ils sont en train de rejoindre l'autre team. Donc maintenant, on a Éric Zemmour 13,5, donc c'est un petit peu élevé. Je crois qu'il est en légère augmentation par rapport à avant. Jean-Luc Mélenchon à 12%, qui devance dorénavant Valérie Pécresse à 11%, donc ça c'était plutôt attendu. Yannick Jadot qui a un bon niveau, 6,5%, donc contre 5,5, peut-être si c'est effectivement dans certains autres sondages. Fabien Roussel à 3%, et là je vous laisse découvrir
des autres intentions de vote. On va continuer à dérouler le sondage. Donc là, ils essayent de voir qui a voté pour qui par rapport au premier tour de 2017, sauf qu'avec un échantillon de 1500 personnes, les groupes ici sont vraiment très réduits. Donc il faut faire attention à ce genre de chiffres. Il faut vraiment recouper entre plusieurs instituts de sondage si vous voulez avoir quelque chose qui peut ressembler à un truc de fiable. En sûreté du choix. Donc maintenant, on va passer au second tour. Donc premier second tour envisagé. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 60% contre 40%. C'est assez classique en fin de semaine. On avait beaucoup de 59-41% par exemple. Donc l'Ipsos donne des résultats qui sont assez conformes aux autres instituts de sondage. Ah oui, pour précision, donc l'Ipsos n'est pas seul, c'est avec Soprasteria qui font ce sondage. Voilà. Donc quand ça c'est dit. Et enfin, donc le vote de second tour avec Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 66-34%. Bizarrement, je n'ai pas d'autres intentions de vote. Je n'ai pas les seconds tours Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, ni Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon. Peut-être un peu surprenant. Ils font ni comme OpinionWay, ni comme l'IFOP. C'est-à-dire qu'OpinionWay ne teste que Marine Le Pen, alors que l'IFOP teste un peu plus de monde, on va dire. Donc voilà, donc là on a vu le détail du sondage, donc on va revenir sur les intentions de vote de premier tour, puisque mine de rien, on a quand même un petit écart qui se fait entre Marine Le Pen et ses poursuivants, même si Éric Zemmour reste à 2,5 points. On va passer maintenant à ce que ça donne en termes de récapitulatif. Donc on va passer à la récap de tous les sondages, donc j'ai modifié les chiffres ici. Alors pour le moment, l'Ipsos, je fais figurer que dans ce graphique, puisque je ne mets pas dans ceux que je suis de manière régulière, qui publient au moins une fois par semaine. On voit ici donc assez peu de changements. Forcément, il y a 8 instituts de sondage, et comme l'Ipsos donne des chiffres qui sont conformes aux autres, ça change assez peu finalement. Emmanuel Macron est toujours à plus de 30%, 30% et demi. Entre 30 et 31%, il n'y a que Cluster 17 qui donne, je crois, 28%. Valérie Pécresse et Éric Zemmour donc, sont en baisse, en forte baisse. Donc, Éric Zemmour, c'est suite à la guerre en Ukraine. Valérie Pécresse était déjà en difficulté, donc avait commencé à décrocher depuis quelques semaines. Marine Le Pen, donc, est plutôt en bonne tenue globalement, donc il reste à 16,5%. Et Mélenchon, donc, qui est toujours en bonne dynamique, même si sa dynamique est moins forte, mais qui est passé devant Valérie Pécresse et qui va très probablement passer devant Éric Zemmour la semaine prochaine. On notera Yannick Jadot qui est à 5,5 points. C'est pas suffisant pour être confortable par rapport à la barre des 5%, mais c'est déjà plus confortable qu'il y a 2 semaines par exemple. Alors je vais faire juste un petit rappel pour les instituts de sondage à périmètre constant, mais l'Ipsos n'en fait pas partie, et il n'en fera pas partie parce que ici j'ai un historique maintenant de plusieurs semaines que je veux conserver. Éventuellement je ferai peut-être un graphique sur les rollings, puisque je vais avoir 3 sondages en rolling, et ça pourrait être intéressant. Donc toujours est-il, donc pour rappel, on a toujours Emmanuel Macron toujours largement en tête. On a Marine Le Pen donc qui est à 17%. Donc là on verra avec Elab si cette tendance est confirmée. On a ici Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour à égalité à 12% et Valérie Pécresse à 11,25% avec Yannick Jadot à 5% et demi. Donc voilà un petit peu le tableau pour cette fin de semaine. Donc là c'est le tout début de la campagne électorale officielle. Les candidats sont figés maintenant la liste des candidats. En réalité elle est assez peu bougée depuis septembre-octobre dernier. Il y a surtout Valérie Pécresse en décembre et voilà. Donc c'est ainsi que va s'arrêter cette vidéo. Donc j'espère que cela vous a plu. Bon, du coup, on a pu voir en détail effectivement donc un institut de sondage historique très particulier. On peut voir aussi que manipuler via les sondages d'opinion publique, ce n'est pas si simple que ça en réalité. Là où les instituts de sondage vont avoir un effet, c'est sur le vote utile. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un même couloir idéologique, un même courant de pensée, par exemple, soit la gauche, soit l'extrême droite, soit la droite. Les instituts de sondage vont peut-être être amenés à pousser les gens à voter pour celui qui est en tête de ce couloir. Par contre, ça semble beaucoup plus compliqué, et même dans l'histoire, c'est ce qu'on a pu voir par ailleurs, réellement, qu'un institut de sondage fasse changer Jean David d'un vote pour un vote complètement contraire. Et en réalité, ça s'est jamais vu dans l'histoire. On a même plutôt le contraire en 2007. Nicolas Sarkozy, enfin pas en 2007, en 2017, Nicolas Sarkozy a eu un score, enfin 2012, désolé, un score plus honorable qu'attendu,
Donc, ou le fait qu'il était un peu diminué, ben, finalement les gens sont plus allés vers lui pour voter. Ah, donc ceci est possible. Donc du coup, c'est pas du tout... enfin, la manipulation de l'opinion publique via les sondages est très compliquée. Et les cas les mieux documentés, si on peut dire documentés parce que c'est très compliqué, où ça a pu être tenté, ben ça s'est pas avéré être de franc succès tout simplement. Il y a eu d'autres manières de faire de communication, éventuellement d'autres manières de manipuler l'opinion publique qui existent, qui sont assez, qui ont une certaine efficacité, mais celle du sondage bidonné, ben, n'est pas forcément une manière très efficace. Ça a été tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ben, là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.